Et le 3 juin 1950, à l'aube, ils partent pour le sommet où Louis Lachenal peut prendre à 8075 mètres d'altitude cette photo qui étonna le monde. L'Annapurna était le premier sommet de plus de 8000 mètres vaincu par l'homme. L'une des plus dangereuses au monde, une montagne qui ne pardonne rien. Et pourtant, le 3 juin 1950, un drapeau flotte au sommet, pour la première fois de l'histoire. La France célèbre un exploit. Un homme devient un héros, un livre devient un mythe. Mais ce que l'histoire raconte moins, c'est le prix réel de cette victoire. Des corps brisés, des doigts amputés, des pieds gelés, des vies qui ne redescendront jamais vraiment de la montagne. Parce qu'en montagne, la chute n'est pas symbolique, elle est immédiate, définitive. Et pourtant, malgré la souffrance, malgré l'absurdité, malgré l'absence de récompenses concrètes, certains continuent de monter. Cette obsession fascine encore aujourd'hui. Récemment, des millions de personnes ont suivi l'ascension de l'Everest, par quelqu'un qui n'était absolument pas alpiniste, mais un seul mot résonnait dans cette histoire, Kaizen, l'idée de progresser un peu chaque jour. Et on a suivi cette ascension non pas pour la montagne en elle-même, mais pour comprendre pourquoi on accepte de souffrir quand personne ne nous y oblige. Pourquoi on avance, lentement, étape après étape, vers quelque chose qui ne nous promet rien. Juste une obsession face à l'ascension, juste un corps face à une paroi, juste Ava face au mont Kami. Mais Cairn, c'est pas seulement l'histoire d'une ascension virtuelle. Non, aujourd'hui je vous propose de suivre l'ascension d'un petit studio indépendant français qui se cache derrière ce jeu. Un studio qui depuis plus de 10 ans a choisi de gravir la montagne de l'industrie du jeu vidéo. Et tout ça sans chemin tracé, sans garantie, avec la certitude qu'une seule erreur peut tout arrêter. Mais avant de se retrouver en pleine ascension, il faut comprendre d'abord ce qu'est Cairn. Parce que ce jeu, c'est pas un simple concept marketing, c'est pas un jeu tendance, c'est rien de tout ça, c'est juste une idée précise, radicale, exigeante. Et pour comprendre l'ascension du studio, il faut d'abord comprendre la montagne qu'ils ont décidé de gravir. Dans Cairn, The Game Bakers propose d'expérimenter cette obsession. Cairn, c'est un jeu de survie et d'escalade qui va prendre ce sujet très au sérieux. On va incarner Ava, une grimpeuse professionnelle qui tente d'atteindre le sommet d'une montagne que personne n'a encore jamais réussi à gravir. Mais très vite, le jeu est clair avec vous. Ici, rien n'est automatique, et si vous grimpez, vous pouvez le faire partout, mais chaque prise est un choix, chaque mouvement est un risque, et un mauvais placement, un excès de confiance, et la chute est immédiate. Il va falloir lire la paroi, gérer l'équilibre, la fatigue, l'effort, avancer lentement, parfois reculer, parfois même renoncer. Et pendant que vous grimpez, le jeu vous pose une simple question, mais profondément inconfortable, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour atteindre un sommet qui ne vous apportera rien de concret. Cairn repose sur une idée radicale, retirer tout ce qui protège habituellement le joueur. Un personnage, une montagne, et c'est tout. C'est à peu près tout ce que vous avez réellement dans Cairn. Une seule chose à faire, c'est de grimper. À première vue, ça pourrait ressembler à un jeu d'escalade et rien de plus. Un jeu simple où on doit juste atteindre un point A pour aller jusqu'au point B. Mais cette impression ne dure jamais très longtemps. Ok, avant, qu'est-ce que vraiment grimper dans un jeu ? Parce que dans la majorité des jeux, grimper c'est une simple animation. Vous vous rapprochez d'un mur, vous appuyez sur un simple bouton et le personnage fait le reste. Parfois le jeu t'indique combien de temps tu peux grimper avec une barre d'endurance avant d'être fatigué et de devoir t'arrêter. Et ces systèmes ont un point commun, ils sécurisent le joueur, ils transforment l'escalade en une action maîtrisée et prévisible. Mais dans Cairn, c'est pas ça. Dans Cairn, il n'y a rien de tout cela. Dans Cairn, c'est simple, t'as pas de bouton dédié, t'as pas de barre d'endurance, t'as pas d'indicateur, mais en fait t'as rien dans Cairn. T'as rien, mais justement c'est ça qui fait que ce jeu est bien différent des autres. Dans Cairn, tu ne contrôles pas Ava pour grimper et faire de l'escalade, tu l'incarnes. Chaque bras, chaque jambe, tout ça c'est contrôlé indépendamment. Le jeu ne te dit jamais vraiment où poser les mains, il ne te trace aucun chemin, et la paroi n'est pas un décor, c'est elle-même un problème à résoudre. Tu dois t'arrêter, observer, lire le mur. En fait, tu dois faire ce qu'un véritable grimpeur ferait. Et très vite, il y a une sensation qui apparaît. Tu comprends que ce n'est pas la difficulté, c'est de la responsabilité. Et ça c'est pas un hasard parce que les créateurs de Cairn ne cherchent pas à faire un jeu dur. Ils ne cherchent pas à faire un simple jeu d'escalade, ils cherchent à retranscrire la sensation d'un sport où chaque décision engage votre vie. Dans Cairn, c'est simple, on peut grimper presque partout.
Mais pouvoir grimper presque partout ne veut pas dire devoir grimper partout. Et ça, vous allez vite le comprendre, parce que chaque mouvement demande un effort, chaque prise engage votre corps. Et si vous allez trop vite, c'est simple, vous vous épuisez. Et si vous hésitez trop longtemps, vous vous épuisez aussi. Le jeu ne vous avertit jamais par un message à l'écran, il vous parle autrement. Et c'est là que prendre l'incarnation d'Ava prend tout son sens. La respiration du personnage s'accélère, ses mains commencent à trembler, ses gestes deviennent moins précis. Et si vous ignorez ces signaux, le jeu vous laisse simplement en assumer les conséquences. Et quand vous tombez, il n'y a pas de ralenti héroïque, pas de musique dramatique, juste le silence. Le sol qui se rapproche et la détresse d'Ava. Cairn ne cherche pas à punir, il cherche à être cohérent. Parce que dans l'alpinisme, l'erreur n'est jamais abstraite. Dans beaucoup de jeux, il y a un système de peur. La peur vient soit des ennemis, d'une musique oppressante, d'une mise en scène, différents éléments qui peuvent incarner la peur. Dans Cairn, il n'y a presque rien de tout ça. La peur naît d'un calcul simple, si je me trompe, je tombe. Et le paradoxe c'est que plus vous montez, plus ce calcul devient lourd. Le vide s'installe peu à peu derrière vous. Redescendre devient difficile, parfois impossible. Le stress que vous ressentez n'est pas simulé, il est provoqué. Parce que le jeu accepte une idée rare, c'est que la chute n'est pas un échec narratif, c'est une conséquence logique. Mais pour retranscrire cette folie absurde de l'alpinisme, ce sport où des gens risquent leur vie pour des sommets que personne ne leur a demandé de gravir, le réalisme devenait indispensable. Alors dans Cairn, il n'y a tout simplement pas de niveau, pas d'expérience, pas de compétences à débloquer, le jeu ne rend pas Ava plus forte, il vous force, vous, à devenir plus attentif, à mieux lire le terrain, à anticiper et à respirer au bon moment. Au fil des heures que vous allez jouer, quelque chose change. Ce n'est pas le personnage qui évolue, c'est le joueur. Et c'est pour ça que Cairn déstabilise, parce qu'il refuse de vous rassurer avec des chiffres ou des récompenses visibles. Le seul progrès mesurable, c'est votre compréhension du jeu. Cairn, c'est pas un simple jeu d'escalade, c'est un jeu de survie. Vous devez gérer votre matériel, les pitons, les cordes, les magnésies, mais aussi votre corps, la faim, la soif, les blessures. Parfois, vous devez vous arrêter, installer un bivouac, explorer pour trouver des ressources, faire un détour. Et ces moments ralentissent l'ascension, mais ils ont un rôle précis. Ils vous rappellent que grimper n'est jamais une ligne droite. Même le petit robot qui vous accompagne n'est pas là pour vous sauver. Il peut vous assurer, mais seulement si vous avez anticipé, seulement si vous avez préparé le terrain, et rien n'est gratuit. Cairn ne décide jamais pour vous à quel point l'expérience doit être exigeante. Vous pouvez activer des options d'accessibilité, vous pouvez choisir un mode où la mort est définitive, le jeu ne hiérarchise pas ses choix, il ne vous juge pas, il vous laisse décider ce que vous êtes prêt à risquer. Et c'est ici que Cairn dépasse le simple cadre du jeu vidéo. Parce qu'il ne vous demande pas d'être performant, il vous demande d'être honnête avec vous-même. Cairn n'est pas exigeant par provocation, il l'est par nécessité. Chaque mécanique, chaque contrainte, chaque silence sert une intention bien précise. Cette fascination pour la liberté, pour le risque, pour ce besoin presque absurde de dépassement de soi. Et cette fascination ne s'est pas construite en un jour. Pour comprendre pourquoi The Game Bakers ont choisi de créer un jeu aussi radical, aussi risqué, il faut maintenant quitter la montagne et revenir sur le parcours de ceux qui ont décidé de la gravir jeu après jeu. Avant Cairn, il y a eu 3 ascensions, 3 tentatives, 3 manières différentes de se confronter au risque. Laissez-moi vous présenter Audrey Le Prince et Aymeric Toi. Eux, ils n'ont pas commencé dans l'indépendance. Eux, ils viennent directement du sommet. Des très grands studios, des équipes de plusieurs centaines de personnes, des productions où chaque décision est diluée dans une hiérarchie complexe. Ouais, ils viennent de là-haut. Audrey commence chez Quantic Dream, sur un jeu nommé Nomad Soul. Puis va devenir productrice chez Ubisoft à Shanghai. Aymeric lui aussi travaille chez Ubisoft. Ils vont rencontrer Nam, un gars qui deviendra plus tard l'ingénieur principal du studio. Ils sont installés, payés, protégés. Cette sécurité, il y a quelque chose qui manque. La possibilité de décider pourquoi on fait un jeu, et pas seulement comment on le fait. Alors, en 2010, ils vont lâcher prise, ils vont lâcher cette paroi, et se retrouver en bas de la montagne pour fonder The Game Bakers.
Une fois la création de leur studio, ils vont commencer par un jeu qui s'appelle Squids, leur premier jeu, un jeu mobile. Et The Game Bakers arrivent comme par magie et ils font quelque chose de complètement étrange. Ils font un pari qui est risqué pour l'époque. Ils veulent faire des jeux type Nintendo sur mobile. Un gameplay simple mais profond. Des jeux colorés, joyeux mais exigeants. Un pari presque logique mais presque surtout naïf. Squids, c'est un petit jeu stratégique au tour par tour. Il est présenté comme un jeu d'action coloré dans lequel vous contrôlez une équipe de calamars avec chacun des rôles différents et précis. Chaque tir est un choix, chaque erreur coûte un tour. Et le jeu est très vite accessible, mais assez exigeant. Il demande de la précision, de l'anticipation, de la patience. Sur mobile, c'est presque une anomalie. Enfin, pas tout à fait, parce qu'ils vont se confronter à Angry Birds. À la différence d'Angry Birds, c'est que eux, leur jeu raconte une histoire, une profondeur de gameplay, quelque chose qui n'est pas juste jouer pour satisfaire le moment. Et Squids demande du temps dans un marché qui voulait simplement de l'instantané. Et malgré ça, il va se démarquer. Un jeu qui fonctionne, certes, il fonctionne même très bien, il va devenir numéro 1 des ventes en France. Et alors ils vont faire un Squids 2, parce qu'à la base, Squids, ils l'ont pensé comme une trilogie, donc ils avaient pensé comme 3 jeux à faire. Un jeu qui serait objectivement meilleur, un jeu qui serait plus fin, plus accessible, mieux équilibré. Alors ils vont sortir Squids 2, et pourtant, ce jeu, malgré la réussite du premier, va absolument pas se vendre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le marché a déjà changé. Le jeu mobile, c'est un marché qui évolue extrêmement vite, et le temps de faire Squids 1 et Squids 2, le marché, les tendances, tout a brusquement changé. Le mobile ne récompense plus la qualité, il va récompenser la nouveauté permanente. Sauf que The Game Bakers, eux, veulent pas produire des jeux à quantité énorme, ils veulent produire quelque chose de qualitatif plutôt que quantitatif. Alors ils vont comprendre une chose qui est très cruciale, c'est que même quand on grimpe bien, avec la montée en puissance de Squids 1, la montagne peut décider de vous rejeter. Ils vont alors prendre une décision qui est complètement radicale, abandonner. Ou du moins, abandonner le mobile, pour se concentrer sur quelque chose de différent, mais vraiment différent. Cette fois-ci, plus besoin de refaire les mêmes erreurs. On quitte le marché mobile et on se concentre uniquement sur les compétences qu'on connaît déjà. Les choses qu'on sait faire, les choses qu'on a faites, le jeu console et PC. Parce qu'on rappelle, ils viennent d'Ubisoft, donc ça, ils savent le faire. Le jeu mobile, c'était une nouvelle expérience, mais les jeux console et PC, ils sont habitués depuis des années à travailler dessus. Alors, ils vont penser à un projet qu'Emeric porte en lui depuis presque 10 ans. C'est là que Fury rentre en jeu. Un jeu qu'ils vont développer pendant 2 ans. Un temps de développement bien plus long que Squids 1 ou Squids 2. Un jeu sans compromis, un concept simple, presque violent. Vous allez jouer dans un jeu où il y a uniquement des combats de boss. Pas d'exploration inutile, pas de quête secondaire, pas de respiration artificielle. Un duel, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Bref, dans chaque boss, on a une arène différente. Chaque arène, c'est une leçon. Vous avez des tirs à distance, des attaques au corps à corps, des esquives, rien de plus, uniquement du combat contre boss. Le premier truc, c'est d'avoir un pitch fort, un pitch qui soit suffisamment clair, compréhensible et qui éveille quelque chose chez les gens. Donc, quand on dit c'est un jeu que de boss fight, tu affrontes des boss du début à la fin. C'est suffisamment fort et simple pour que les gens aient des idées. Quand on leur dit ça, ils se représentent quelque chose. Ils se représentent pas forcément la même chose que moi, mais ils se représentent quelque chose. Chaque boss apprend quelque chose. Chaque boss est différent. Chaque boss va vous permettre de vous améliorer petit à petit. Dans chaque boss, il y a un rythme, un timing, un pattern. Si vous mourrez, ce n'est pas parce que le jeu est injuste, c'est juste parce que vous avez été encore mauvais. Pour moi, le boss fight, c'est cette espèce de challenge qui est supérieur aux autres, qui est ce moment, c'est l'examen, quoi. Est-ce que tu es capable de me battre? Parce que moi, a priori, je suis plus fort que toi. Et là, il y a ce boss, ce challenge en face de nous. Et on galère, c'est ça qui est bon. On galère, on recommence, on perd, on réfléchit, on change un peu notre façon de jouer. Et là, tout d'un coup, il y a une ampoule au-dessus de notre tête. Ah, mais oui! C'est comme ça qu'il faut faire, il faut éviter le pattern comme ça. À ce moment-là, il vaut mieux pas l'attaquer. À ce moment-là, il est faible, il est vulnérable, je peux l'attaquer. Et toute cette espèce d'expérience qu'on va acquérir à force de jouer, eh ben, c'est comme d'apprendre à jouer d'un instrument. On le maîtrise. Au début, on ne sait pas jouer, puis petit à petit, on devient de plus en plus performant dans ce boss fight. Et quand enfin on le bat,
plus on a galéré, meilleur c'est. Mais à sa sortie, Fury va diviser le public. Certains joueurs abandonnent au 3e boss parce que c'est trop dur. D'autres vont abandonner au 7e boss parce que, pareil, c'est trop dur. Et The Game Bakers, eux, ne reculent pas. Audrey le dit clairement, un jeu qui plaît à tout le monde est souvent un jeu qui ne dit rien. Et The Game Bakers acceptent de perdre des joueurs pour toucher les bons. Pas par élitisme, mais par cohérence. Ils assument pleinement que leur jeu n'est pas fait pour tout le monde. Ils ajustent légèrement l'accessibilité, mais jamais la vision. Comme dans Kern, on peut adoucir, mais on ne trahit pas. Mais voilà, c'est qu'après 2 ans de travail sur Fury, le studio commence à voir les comptes au rouge. Alors ils vont signer un contrat avec PlayStation pour avoir le financement pour terminer le jeu. Et en contrepartie, Fury serait exposé 1 mois gratuitement sur le PlayStation Plus. Et cette contrepartie va exploser la visibilité de Fury, parce que des millions de joueurs vont installer le jeu gratuitement. Donc pendant tout 1 mois, The Game Bakers, à la sortie du jeu, ne vont pas générer de ventes sur PlayStation. Les ventes sur PS4 sont faibles, bien en dessous des attentes, et la déception est bien réelle. Sur Steam, les chiffres sont meilleurs, mais bien insuffisants pour assurer totalement le studio. Et à ce moment-là, il y a des doutes qui s'installent. Ils se demandent quand est-ce que ça va prendre, combien de temps ils vont pouvoir tenir. Là, le studio est vraiment au rouge, et lentement, il y a quelque chose qui se produit. Sans annonce, sans pic, sans miracle, Fury ne disparaît pas, mais il continue à se vendre, chaque mois, un tout petit peu. Sur Steam, puis Xbox, puis il y a une version Switch qui a été développée, et quelque chose bascule, c'est que sur Switch, Fury trouve un public plus curieux, plus patient, plus réceptif à son exigence. Le jeu devient alors ce qu'on appelle evergreen, il commence à générer des ventes lentes, mais sur le long terme, le jeu est porté par le bouche à oreille, des joueurs qui disent « Comment j'ai pu passer à côté de ce jeu ?» Et Fury ne fait pas exploser le studio, mais il fait quelque chose de plus rare. Il va le stabiliser. Il va leur permettre de payer des salaires, de terminer les différentes versions sur les différentes plateformes, d'ajouter du contenu gratuitement, mais surtout permettre à The Game Bakers de respirer un peu et de leur donner du temps. Après Fury, The Game Bakers pourrait accélérer. Les ventes sont continues, elles sont peut-être faibles, mais elles sont bien présentes. Alors on pourrait signer plus gros, embaucher massivement et chercher de la sécurité par la taille. Mais eux, ils font l'inverse. Ils le disent clairement. Moi, je fais tout ce que je peux pour pas grossir l'équipe. Je fais tout ce que je peux. Aymeric, il aimerait qu'on grossisse plus. Et moi, je freine des 4 fers parce que je sais qu'on va perdre... on va gagner des tas de choses. On a besoin d'une taille d'équipe minimale, mais on va aussi perdre beaucoup d'agilité. On va se mettre un stress financier beaucoup plus important. On va être obligé. On va avoir une équipe des mecs qu'il faut payer tous les mois. Ça va nous forcer à penser différemment. Et moi, je veux qu'on arrive à penser toujours en se disant c'est quoi le meilleur jeu qu'on a envie de faire et avec qui on va le faire, et pas en se disant j'ai une équipe et quel jeu je vais faire avec mon équipe. Grossir trop vite, c'est perdre le contrôle total. Une grosse équipe, ça influe plus de pression financière, plus de décisions imposées et moins de liberté créative. C'est pas un studio classique, ils vont pas se rassembler dans un endroit pour travailler. Ils ont pas de bureau centralisé, pas d'open space, pas de présence obligatoire. C'est un studio 2.0, un studio virtuel. Les membres sont dispersés un peu partout dans le monde. Montréal, Suède, Montpellier, Bretagne, Japon. Ils ne vont pas recruter par proximité, mais par quelque chose de beaucoup plus intuitif, par l'affinité créative. Game Bakers, en fait, on va monter avec Aymeric dès le début, en se disant qu'on aurait toujours énormément de liberté par rapport avec qui on travaille et par rapport à l'endroit où on travaille. On voulait absolument pas se limiter et se dire allez, on va pas pouvoir travailler avec Nam parce qu'il est à Montréal et que toi, tu es à Montpellier, Aymeric, et Audrey, elle est en Suède. Donc ça a toujours fait partie de l'esprit Game Bakers, c'est-à-dire de dire, on a envie de travailler avec quelqu'un, peu importe, on va le chercher, on va travailler à distance, on va s'organiser. Tu vois, ça nous a permis de monter Game Bakers et à chaque fois d'aller chercher vraiment les gens avec qui on veut bosser, qui ont envie de bosser avec nous sans se soucier d'être tous au même endroit, dans un grand bureau, etc. Alors ça a des forces, cette force-là, de pouvoir choisir avec qui on veut bosser, avoir beaucoup de liberté.
Puis parfois ça a des faiblesses et c'est difficile de s'organiser, il faut vraiment bien communiquer, il faut avoir des briefs super clairs, Emmerich il est constamment à gérer toute l'équipe, être disponible, on est tous sur Skype. Quand ils ont besoin d'un artiste précis, ils vont aller le chercher. Pendant différents projets, ils vont aller chercher un artiste, un créateur nommé Takashi Okazaki. C'est le créateur d'Afro Samurai et ils ont besoin précisément de lui pour ses idées créatives. Et ils vont aller le chercher à l'autre bout du monde pour travailler avec lui. Et ce choix n'est absolument pas anodin. Pour un jeu de boss fight, évidemment, le premier truc, c'est on s'est dit ok, le seul truc qu'il y a dans le jeu, c'est des personnages, donc il faut qu'ils soient canons. Donc on s'est dit on a besoin d'un character designer top niveau, un des meilleurs du monde. Et c'est comme ça qu'on a regardé un petit peu ce qu'on aimait, ce qui existait. Et Takashi était en top de liste, on l'a contacté. Et là, il nous a répondu assez rapidement, qu'il trouvait le projet intéressant, comment est-ce qu'on pouvait avancer. Là, je lui ai envoyé des briefs en disant bah voilà, on a ce personnage-là, il ferait ci, il ferait ça. Et là, il nous a envoyé des sketchs, des brouillons de perso, et c'était super bon. C'est déjà une philosophie Kern avant l'heure. Moins de protection, plus de responsabilité, plus de confiance, mais aussi plus de risques. Il recrute certes, mais uniquement quand c'est nécessaire. Des profils bien ciblés, des artistes, des animateurs, des auteurs, pas pour devenir plus gros, mais pour rester cohérents avec ce qu'ils font. Il préfère une équipe qui se parle, qui doute ensemble, qui peut encore faire marche arrière. Tel un alpiniste qui refuse une voie trop fréquentée, parce qu'une voie populaire n'est pas forcément la bonne. Fury leur a appris qu'un jeu exigeant peut durer, qu'un succès peut être lent, et que la singularité crée de la valeur avec le temps. Mais Fury leur a aussi appris une erreur essentielle qu'ils vont commettre. La peur. Parce qu'après Fury, ils vont se précipiter sur un jeu qui s'appelle Heaven, par crainte de manquer d'argent. Alors ils vont brûler quelques étapes. Et à l'époque, comme tu disais, on était plutôt stressés parce qu'on se demandait combien on allait vendre de Fury. Et donc du coup, on s'est dépêché pour faire Heaven et c'était une grosse erreur. On n'a pas pris le temps qu'il fallait, on n'en a pas pris assez parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir avancer un prototype et le financer avec Fury. Puisqu'on s'est aperçu au bout d'un an qu'en fait ça allait très 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 bien se passer et qu'on avait tout ce qu'il fallait. Mais on a fait des erreurs de conception, donc on allait trop vite. On l'a payé assez cher parce qu'on a passé un an à faire des prototypes qui n'étaient pas convaincants, à revenir en arrière, à chercher la bonne formule. Et au final, on l'a trouvé. Des itérations qui ne fonctionnent pas, des retours en arrière, de nombreux essais pour finalement reprendre tout depuis le début. Ils avaient gravé une règle marqueur, prendre le temps de concevoir, et ils ne l'ont pas respecté. Ce qui leur a coûté très cher finalement. Ce moment est crucial parce qu'il marque un basculement. The Game Bakers comprennent que la peur financière peut déformer la création en elle-même. Là où ils voulaient gagner du temps avec de l'argent, finalement ils ont perdu une année complète. Une erreur qu'ils assument et qu'ils n'oublieront absolument pas. Et quand Heaven entre enfin en production réelle, le studio change d'énergie. Après la tension de Fury, ils choisissent l'intimité. Après le combat, la relation. Heaven, c'est un jeu RPG d'exploration centré sur un couple. On va y jouer Yu et Kei, deux personnages liés physiquement et émotionnellement. Les déplacements se font en glissant sur le sol, ensemble, et les combats sont également au tour par tour à la manière de Squids, mais basés sur la coordination. Le cœur du jeu n'est pas de la performance, c'est la relation, les dialogues, les silences, les choix. Heaven parle de confiance. Et pour un studio connu pour son exigence, c'était un risque immense. Le jeu est totalement différent de Fury. Ils auraient très bien pu faire un Fury 2, comme ils ont fait un Squids 2, sauf qu'ils ont voulu changer totalement de registre, faire quelque chose qu'ils voulaient faire, et c'est ça la vraie différence de The Game Bakers. Et Heaven arrive avec 70 000 mots de dialogue. Le jeu est presque entièrement doublé par deux acteurs qui vont enregistrer ça à Londres. Un investissement massif pour un studio juste indépendant. Et malgré ça, Heaven va sortir en 2020. Pas besoin de rappeler le contexte de l'époque, pendant la crise sanitaire, le jeu sort, malgré tout, et les critiques sont globalement positives. Les critiques vont principalement saluer la sincérité du jeu, la représentation d'un couple qui est déjà formé, ce qui est assez rare dans le jeu vidéo, l'intégration de la relation au gameplay, c'est-à-dire que le couple est vraiment le gameplay du jeu. C'est pas juste une histoire narrative. Certains vont adorer la douceur, d'autres trouvent le rythme trop lent. Et commercialement, le jeu fonctionne. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un échec, c'est une continuité logique de ce que Game Bakers produit. Une preuve,
que le studio peut survivre sans répéter la même formule. Et la démonstration de Haven pour le studio, ça représente énormément de choses. Parce que le studio se dit directement qu'il n'est plus dans l'urgence. Peu importe ce qu'il peut produire, ça peut plus ou moins marcher. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ils ont cette sécurité. Plus besoin de répéter les mêmes erreurs que Haven. Maintenant, il n'y a plus besoin de prouver. Plus besoin de prouver qu'ils peuvent faire un jeu difficile. Plus besoin de prouver qu'ils peuvent raconter une histoire. Ils peuvent prouver les deux à la fois. Parce que Fury testait la maîtrise. Haven, lui, teste l'intimité. Il restait une autre forme de confrontation, pas avec un ennemi, pas avec un partenaire, mais avec soi-même. Et le vide. Et c'est là que Cairn commence à faire sens. Pas comme une idée marketing, pas comme une conséquence. Après avoir appris à durer, après avoir appris à ralentir, après avoir appris à assumer leurs erreurs, The Game Bakers choisissent un projet, où l'erreur devient centrale. Un jeu où tomber n'est pas un échec scénarisé, c'est une conséquence directe et physique. Le moment où ils ont quitté Ubisoft, eux ce qu'ils veulent c'est de la liberté. La liberté de création, la liberté d'expression. C'est pas un studio qui va faire un jeu et enchaîner cette licence sur différents formats. Eux ce qu'ils veulent c'est explorer de nouveaux formats justement. Explorer de nouveaux types, de nouvelles façons de créer, et on ne verra jamais un Haven 2, on ne verra jamais un Fury 2. Alors c'est à ce moment-là que Cairn rentre en jeu. Cairn, un jeu totalement différent des précédents. Un jeu qui veut exprimer quelque chose d'autre, créer quelque chose d'autre. Dans Squids, la liberté passait par l'expérimentation. Dans Fury, ça passait par la maîtrise. Dans Haven, par la relation du couple. Dans Cairn, elle passe par autre chose, par l'acceptation que personne ne vous protège. À ce stade, Cairn n'est plus vraiment un jeu, ça devient une accumulation de choix, de renoncements et de risques assumés, une synthèse. Mais une question demeure, que se passe-t-il quand on arrive enfin au sommet ? Ce moment où, quand le jeu sort, quand le public arrive, quand le regard extérieur se pose sur cette ascension. Parce qu'en montagne, le sommet n'est jamais la fin, et dans la création indépendante non plus. Sortir un jeu comme Cairn, ce n'est pas célébrer une victoire, c'est s'exposer. Jusqu'ici, la montagne était intime, silencieuse, contrôlée. À la sortie, elle devient publique. Les joueurs arrivent avec leurs attentes, leurs habitudes, leur peur aussi. Certains vont chercher un défi, d'autres un jeu d'aventure, d'autres encore une expérience contemplative. Cairn ne s'adapte pas, il reste immobile, tel une montagne qui ne change pas selon ceux qui la regardent. Sortir un jeu aussi radical, ça porte un risque évident, celui d'être rejeté. Pour un jeu trop lent, trop exigeant, trop silencieux, pas assez spectaculaire, et Cairn ne cherche pas à séduire, il ne promet pas une sensation universelle, il propose une simple expérience, précise, il va accepter dès le départ qu'elle ne soit pas faite pour tout le monde. Ce n'est pas un échec, c'est un choix. Et pour ceux qui acceptent ces règles du jeu, quelque chose se produit, la peur change de nature, la chute n'est plus une injustice, elle devient une information, le sommet n'est plus une obsession, il devient un point lointain. Ce qui compte, c'est la décision suivante. Poser la main, respirer, continuer. À ce moment-là, Cairn cesse d'être un simple jeu. Il est bien plus que ça. Il devient un miroir. Cairn n'est pas une prise de risque isolée. C'est une déclaration. Une manière de dire « Nous savons que ce choix est dangereux, nous savons qu'il ne garantit rien, mais c'est la seule voie que nous savons suivre. » Après Squids, ils ont compris que le marché pouvait trahir, qu'il changeait brutalement, et que peu importe les choix qu'il faisait, il ne pouvait pas le contrôler. Après Fury, l'exigence pouvait isoler, le jeu trop compliqué pour certains qui les faisait abandonner. Et après Haven, la douceur peut désarçonner. Mais avec Cairn, ils vont accepter tout ça à la fois. Dans Cairn, atteindre le sommet ne transforme pas le monde. Il ne valide pas vos efforts aux yeux des autres, il ne vous rend pas spécial, et il vous laisse simplement là, face au vide, avec ce que vous avez traversé. Alors pourquoi grimper ? Pourquoi créer des jeux comme Cairn quand il pourrait être plus simple, plus sûr, plus rentable ? Parce que renoncer serait encore pire, parce que certaines idées ne supportent pas d'être édulcorées, parce que parfois le simple fait d'avancer, un pas après l'autre, suffit. Cairn, c'est bien plus qu'un jeu. Il ne parle pas de victoire, il parle de choix, de ces décisions silencieuses que personne ne vous impose, mais que vous prenez quand même. Comme un grimpeur face à une paroi trop engagée, comme un studio indépendant face à une industrie instable, comme toute personne qui décide de créer sans garantie. Et si le sommet existe, c'est peut-être que pour donner une direction, pas une promesse, juste un point fixe, un objectif vers lequel avancer. Un pas, puis un autre, puis encore un autre. Kaizen. All I ever wanted was to touch eternity for an instant. To
to reach one of those rare moments of bliss where everything seems in its place and you feel you're part of a whole. Do you know what I mean?